Ok, vite fait, je m'appelle Olivier, je suis développeur web. Ah ben, je fais pas mal de web en framework, surtout Angular. Je suis un gros fan d'Angular. Mais c'est vrai que de plus en plus, je me suis mis à faire du vanilla JavaScript. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même la norme JavaScript qui évolue beaucoup et on peut faire beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas faire avant sans framework. Et donc aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit peu les nouveautés qu'elle est arrivée dans le langage JavaScript. D'ailleurs, on verra un peu plus tard que faut pas vraiment dire JavaScript, c'est pas très très bien. Et voilà, donc voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui et ce qui va arriver dans un futur assez proche. On va avoir deux parties. On va faire une partie un petit peu genre explication de tout ça et puis on verra un peu de technique après. Ça avance plus. Ça avance plus. Ok. Vite fait, TC39, en fait, c'est le ECMA Technical Committee 39. Donc le TC, ça veut dire Technical Committee. Globalement, c'est un comité qui fait évoluer le standard ECMAScript. On va voir les définitions de tous les mots au fur et à mesure, parce qu'il y en a beaucoup finalement. Et il est composé de professionnels du secteur. Donc on a tous les développeurs de navigateurs qui sont représentés. Donc vous avez Microsoft, Google, Apple et Mozilla. Mais il y a aussi beaucoup de professionnels qui sont très impliqués dans le développement des standards du web, qui sont très présents sur Internet. Donc on a Facebook par exemple et PayPal qui sont très impliqués dans le comité. C'est mieux? Ok, vous m'entendez toujours? Super. Donc voilà, on a aussi des gros acteurs du web qui ne sont pas forcément des navigateurs, mais qui sont très impliqués dans le développement de tous ces standards. Alors, qu'est-ce que ECMAScript? C'est un nom assez bâtard. Déjà, moi, avant de faire ce talk, ça, je l'utilisais souvent, mais je n'avais pas vraiment regardé qu'est-ce que ça voulait dire. Juste vite fait un historique très 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 rapide. À l'époque, quand JavaScript a commencé, on verra vite fait la différence entre ECMAScript et JavaScript après. C'est Sun qui a lancé le langage, qui est maintenant Oracle. Et pourquoi ça s'appelle JavaScript? JavaScript aujourd'hui, c'est juste que Sun détenait la marque Java, qu'ils avaient fait Java, et que niveau marketing, c'était quand même bien pour pousser JavaScript, et en plus, ça leur évitait de redéposer une autre marque. Et c'est pour ça que la première version, par exemple, de JavaScript, on va dire, dans Internet Explorer, s'appelait JScript, parce que Microsoft n'avait pas les droits d'utiliser le terme JavaScript. Donc quand il a fallu trouver un standard, parce que Sun a finalement, ça c'est Netscape à la base, on aura un peu plus d'histoire après, a proposé le standard au comité ECMA, il a fallu trouver un nom, et finalement ils ne sont pas vraiment réussi à se mettre d'accord, et comme Sun gardait toujours la marque JavaScript, et ben, ils se sont dit, ce comité ECMA, bon, c'est l'organisation ECMA, on va l'appeler ECMAScript. Alors du coup, ça fait un petit peu bâtard. Mais finalement, ECMAScript, c'est du coup le standard derrière lequel est basé JavaScript. Et JavaScript, c'est qu'une implémentation d'ECMAScript. Du coup, dans Internet Explorer, par exemple, c'est toujours du JScript finalement, et pas vraiment du JavaScript. Donc, comme je l'ai dit, ECMA, c'est donc un organisme de standardisation, et qui veut dire exactement European Computer Manufacturers Association, chose que j'ai découvert il y a quelques jours, que je pense que personne ne sait, tout le monde utilise le mot. Et donc voilà, ils font énormément de choses. Il faut savoir que quand il y a une spécification qui arrive, enfin, quelque chose de nouveau qui arrive chez ECMA, il y a deux choses qui sont créées. Il y a un standard et il y a un comité. Donc dans notre cas, nous, pour ECMAScript, le standard c'est ECMA 262, et le comité donc, qui est TC39, qui est ce groupe de personnes qui bossent sur le standard pour le maintenir et le faire évoluer. Donc, finalement, vous avez sûrement entendu parler de ECMAScript 5, 6, Next pour les prochaines versions. On en est même à 8 bientôt. Et finalement, donc, quand on dit ECMAScript 5, on fait référence à la 5e version du standard ECMA 262, qui donc décrit le langage ECMAScript, sur lequel repose l'implémentation de JavaScript. Tout ça fait par les gars du TC39. Donc c'est un petit peu compliqué. Finalement, il y a beaucoup de mots, beaucoup de langage derrière. Mais l'abus de langage fait qu'on dit toujours JavaScript à la place d'ECMAScript. Et voilà, c'est quand même plus sympa. Mais bon, c'est bien de savoir que derrière, il y a toute cette chaîne de longs mots. Vite fait, un peu d'histoire. J'ai dit JavaScript créé en 95. Pourquoi écrit 97? Les dates sont pas bonnes, sont à l'envers en fait. Bref. En 93, faites attention aux dates, faites attention à ce que je dis. Netscape donc crée ce nouveau langage en 10 jours. Le bonhomme qui a fait ça, Brendan H, l'a fait en 10 jours.
Et là-bas, c'était pour avoir un langage du coup de scripting côté client. Alors Netscape, Sun voulait que ça ressemble au Java. Finalement, ça ressemble pas vraiment au Java. D'ailleurs, ça s'appelait au début, ça a eu plusieurs noms. Ça s'est appelé Mocha. Après, ça s'est appelé LiveScript. Et finalement, ils ont fini sur JavaScript pour les raisons de marketing que j'ai évoquées un peu avant. Je disais que c'était plus facile à vendre comme technologie. Java était très populaire à l'époque. Et voilà, finalement, ça a été intégré assez rapidement dans Netscape 2 en 95. Faites pas toujours attention aux dates. Et en 96, donc Microsoft a sorti sa version donc JScript qui tournait dans Internet Explorer. Et c'est que donc même année 96 que Netscape a proposé le standard au comité ECMA pour que les autres navigateurs puissent aussi implémenter et que la technologie se développe. Et en 1997, donc on a eu la première édition d'ECMA 262 qui est donc le standard, si vous avez bien suivi la super phrase qu'il y avait avant. Et voilà, alors c'est marrant parce que le mec qui a créé le langage finalement est assez critique sur le nom ECMAScript et qui aime à dire que ça ressemble plus à un nom de maladie de la peau qu'à un nom de langage, mais c'est un autre débat. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe, avant de parler d'où on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on va, on va voir un peu comment ça se passe quand il y a des nouvelles propositions de fonctionnalités qui sont proposées pour être ajoutées au langage ECMAScript. Donc, il y a une proposition doit passer par plusieurs étapes. Et pour passer d'une étape à l'autre, il doit y avoir un consensus, finalement, entre les différents membres du comité qui se réunissent une fois tous les X mois. Et vous pouvez voir les comptes rendus de réunion sur Internet. Donc, voilà, il faut créer un consensus entre tous ces acteurs. Et on va voir qu'il y a 4 étapes. 5, finalement. La 4e, c'est quand on fait partie, quand la proposition est intégrée au langage. Mais donc 5 étapes pour qu'une proposition arrive dans le langage ECMAScript. Donc une proposition, quand elle arrive, elle est en stage 0, on appelle ça le stage Strawman, donc c'est une proposition Strawman qui est en stage 0, et qui est finalement tout ce qui est discussion ou juste idée qui est proposé par un membre du TC39. C'est un membre du TC39 qui doit forcément faire une proposition, et qui propose donc soit un ajout, soit une modification, soit une suppression dans le langage ECMAScript. Donc là, on est vraiment tout début. Vous allez voir d'ailleurs sur le GitHub d'ECMA, il y a énormément de choses en stage 0. Il y a énormément de choses qui n'arriveront jamais dans le langage ECMAScript à la fin. Vous avez des choses qui restent très longtemps en stage 0. Je crois que les zones sont toujours en stage 0 d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu les zones en JavaScript, depuis début 2016. Donc voilà, ça fait presque 2 ans. Donc il y a des choses qui peuvent rester très longtemps finalement en stage 0 avant d'avancer. Et une fois qu'on a passé ce stage 0, on arrive en stage 1. Donc là, on est vraiment sur une vraie proposition qui est formalisée et qui a été donc présentée au comité. Et à ce moment-là, on doit vraiment avoir une proposition qui identifie un problème et qui explique comment elle va apporter une solution et comment elle va répondre à ce problème. En général, quand on arrive au stage 1, on a déjà un minimum de propositions avec une API assez haut niveau et des exemples de cas d'usage pour démontrer comment on résout un problème et lequel on résout. Comme on est quand même en stage 1, donc ça peut beaucoup évoluer. Ça n'arrivera pas forcément non plus à la fin. Il y a des choses qui sont allées jusqu'à même plus que ça et qui n'ont finalement jamais été intégrées au langage. Mais déjà, une fois qu'on est dans le stage 1, ça veut dire que le comité s'engage à analyser les problèmes et les situations auxquelles répond cette proposition et à donc travailler dessus. Et autre chose aussi, quand on arrive en stage 1, on a ce qu'on appelle un champion dans le comité. Il y en a plusieurs des fois, souvent il y en a un, des fois ça monte jusqu'à 3, 4 même, qui est responsable de cette proposition. Souvent c'est celui qui a fait la proposition. Alors quand c'est une entreprise, Google ou Microsoft, c'est une personne qui est identifiée dans l'équipe, qui va être le champion de cette proposition et qui va donc la faire, qui va être en charge finalement de la faire évoluer. Il y a quelques choses qui sont sympas, qui sont en stage 1. Alors comme j'ai dit avant, il y a des choses qui sont en stage 0 depuis 2 ans, il y a des choses qui restent juste quelques mois et qui arrivent directement en stage 4, ce qui fait qu'on ne peut pas forcément dire que ce qui est en stage 1, ça arrive dans 2 ans, et ce qui est en stage 3, ça arrive dans 2 mois. Ça peut arriver très vite, quelque chose qui est en stage 1, ou ça peut prendre des années, un truc qui est en stage 3. On a les trucs sympas qui sont en stage 1 quand même, toujours aujourd'hui. On a les optional chaining, pour ceux qui font du TypeScript par exemple. Vous savez, c'est le fait d'avoir des point interrogation, point quelque chose, interrogation, pour ne pas avoir à faire des tests dans tous les sens. On a les observables, pour ceux pareil, qui font du Angular ou du RxJS. Les observables qui sont
eux aussi en stage 1 pour être intégrés finalement au langage ECMAScript. Et voilà, donc des choses assez sympas qui vont finalement arriver. Ensuite, on passe en stage 2. Quand on arrive en stage 2, on doit avoir une description de la syntaxe et de la sémantique déjà de la nouvelle fonctionnalité. Globalement, il faut des specs de base. Alors les specs sont assez imbitables à lire. Pour ceux qui veulent aller voir sur Internet, c'est assez compliqué à lire. Mais déjà, quand c'est en stage 2, on a les navigateurs les plus aventuriers qui commencent à implémenter des premières versions de cette proposition. Alors, c'est pas forcément des navigateurs. Ça peut être des polyfills qui sont créés, ça peut être des compilateurs comme Babel, des compilers comme Babel qui implémentent aussi ces nouvelles fonctionnalités. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir déjà les premiers tests qui arrivent. On a par exemple le throw quand on veut renvoyer une erreur. Qui est en stage 2, qui existe déjà dans Node.js par exemple, mais qui n'est pas présent dans les navigateurs. Donc voilà, on peut déjà commencer à avoir certains tests qui arrivent. Ensuite, on passe en stage 3. Donc là, on commence déjà à être presque au bout, vu que c'est la dernière étape avant de passer en stage 4. Stage 4, ça veut dire qu'on va être intégré dans la prochaine version du langage. Une fois qu'on est en stage 3, donc on est candidate, les spécifications techniques finalement sont terminées et les reviewers et les proposeurs, enfin les champions, signent un document qui dit que c'est une version finale finalement de la proposition. Donc quand on arrive là, en général, on n'a plus beaucoup d'évolution. On peut toujours avoir des fixes de bugs, mais l'API ne change pas. Et pour être en stage 3, donc on a au moins une implémentation, que ce soit, comme j'ai dit, soit un navigateur, soit un polyfill, soit un compiler, qui doit être faite de cette proposition. Et on a par exemple des choses comme le dynamic import qui sont en stage 3. On a des choses comme les REST spread pour les objets, qui existent déjà pour les tableaux dans ECMAScript, mais qui va arriver pour les objets qui sont en stage 3. Et c'est aussi à partir de ce moment-là où on commence à voir même si ça ne marche pas forcément dans les navigateurs, on commence à voir les premiers articles de blog, les premiers code samples, et on commence à en entendre parler un peu plus généralement. Parce qu'on en est pratiquement sûr que ça va arriver. Il y a des choses qui sont arrivées jusqu'à stage 3, genre les objects.observe par exemple, quand c'est arrivé jusqu'à stage 3, c'est jamais arrivé dans le langage, donc ça ne veut pas dire à 100% que ça va être intégré, mais en général quand même on est plutôt bien là. Et enfin on arrive en stage 4, donc stage 4 ça veut dire qu'on va être intégré dans la prochaine version du langage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tests ont été écrits, ça veut dire que les implémentations passent les tests, qui s'appellent les tests 262, comme pour le standard, et qu'on a déjà au moins 2 implémentations par soit des navigateurs, soit des polyfills, Babel, etc. Et on a déjà donc des premiers retours des utilisateurs. Et voilà. Et donc là, on passe en stage 4 et on sera intégré. Savoir que j'ai parlé de ECMA 5, 6, Next tout à l'heure, mais depuis ECMA 6, le comité a changé sa façon de nommer les versions d'ECMAScript. Avant, il y avait des versions majeures qui arrivaient comme ça, 1, 2, 3, 4 a été sauté, mais 5, 6. Maintenant, on parle en années, parce que l'idée, c'est plus d'avoir à l'ancienne une release tous les X années avec beaucoup de choses dedans, mais c'est d'avoir tous les ans une nouvelle release. Donc on parle de ECMA 2015, 2016, 2017. Donc ECMA 6, c'était ECMAScript 6, c'était ECMA 2015, et on a ECMA 2017 donc, qui arrive cette année. Donc ce qui est en stage 4 aujourd'hui sur le site, ça arrive en fait dans ECMAScript 2017. Ok, on va parler un petit peu de ce qui est arrivé depuis ECMAScript 2015 du coup, aka ES6. Alors, faut savoir qu'ils ont beau dire qu'il faut dire ECMAScript 2015, quand vous allez sur le GitHub, c'est toujours classé par dossier ES5, ES6, ES7. Donc bon. Mais c'est vrai que c'est mieux de prendre l'habitude, comme ça on peut savoir une feature exactement quand est-ce qu'elle a été rajoutée et savoir du coup quelles sont les chances que ça soit intégré dans les navigateurs. Donc voilà. Je vais donc voir un peu ECMAScript 2015, 16, 17, ce qu'on a ajouté et ce qui arrive en 2018. Sachant que ce n'est pas parce que c'est en 2015 que tous les navigateurs l'ont implémenté. Il n'y a aucune obligation des navigateurs de respecter le langage complètement. Donc il y a des choses qui existent dans ECMAScript 2015 qui ne sont toujours pas implémentées. Des choses qui sont dans ECMAScript 2018 qui sont déjà implémentées, 17 pardon. Mais non, on va voir un peu les trucs sympas. Alors je ne vous ai pas listé tout ce qui avait été rajouté dans ECMAScript 2015 parce qu'il y a énormément de choses. D'ailleurs, dans ECMAScript, on a eu une version donc 1, 2, 3. La version 4 a été abandonnée parce qu'elle était beaucoup trop ambitieuse. On est passé directement à la 5 et finalement il y a énormément de choses qui étaient dans la version 4 qui étaient prévues, qui ont fini dans la 6.
beaucoup d'années après. Donc voilà, je vais juste vous parler de celles que moi je trouve les plus sympas et les plus importantes qui ont été apportées dans ECMAScript 2015. La première sont les arrow functions, qui ressemblent à ce qu'on trouve dans d'autres langages comme C#, Java 8 ou CoffeeScript pour ceux qui faisaient ça à l'époque. Et elles permettent d'avoir une syntaxe plus courte des expressions de fonctions, plutôt que de faire des expressions de fonctions. Voilà, vous en avez une par exemple sur la première ligne qui montre à quel point c'est quand même beaucoup plus sympa. Et une chose qui est vraiment sympa avec les raw functions par rapport aux expressions de fonctions, c'est que le this qui est dans une fonction n'est pas rattaché à la fonction, mais rattaché à ce qu'il appelle. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des callbacks avec des this dedans, vous essayez d'avoir accès au truc qu'il y a au-dessus, c'est un bordel total. Pour ceux qui ont fait du AngularJS à l'époque, on faisait ce que d'autres faisaient aussi, c'était d'avoir toujours une variable varzat égale this avant qu'on pouvait accéder en dessous. Enfin, c'était pas pratique du tout. Donc les arrow functions n'ont pas leur propre this, pareil, ils n'ont pas leurs propres arguments. Et voilà. Alors, surtout que c'était... Bonjour. C'était un peu le bazar avant quand on avait toutes ces histoires pour ceux qui faisaient de la programmation orientée objet. Parce que quand on vient de la PO et qu'on fait un this et que ça a référence à la fonction et pas à l'objet. Bref, un bazar. Et autre chose qui est sympa, c'est qu'une arrow function, elle peut avoir une syntaxe soit concise, soit une syntaxe avec un bloc d'instruction. Vous avez en bas la même fonction, varfunc égale x, flèche x fois x, qui en fait retourne le carré d'un nombre. Donc elle prend un paramètre x et elle en retourne x fois x. Alors, quand c'est sur la version concise, on n'est pas obligé d'écrire le return, il est implicite. Donc là, ça return bien x fois x. Ou on peut écrire avec un bloc d'instruction la même chose en bas, avec les accolades du coup, et là on a un return x fois x dedans. Voilà, ça c'était vraiment sympa quand c'est arrivé. Autre chose, let et const, qui sont trop peu utilisés aujourd'hui, même si let commence à être de plus en plus utilisé. Const, il faut l'utiliser plus. Globalement, let, ça permet de déclarer une variable dont la portée est limitée au bloc dans lequel elle est définie. Donc, contrairement au var qui était référencé au niveau de la fonction, là, si dans un bloc, une boucle for, par exemple, vous définissez une variable avec let, elle n'est visible que dans ce bloc. Alors, vous pouvez quand même redéfinir une variable avec le même nom qui était défini en dehors du bloc, mais à la fin du bloc, vous aurez celle qui était au-dessus qui a de la bonne valeur. Et const, qui est vraiment sympa. Const qui permet de définir une constante, du coup, qu'on ne peut pas modifier. C'est le principe des consts, qui est accessible en lecture seule. Donc voilà, vous créez une constante. Si vous essayez de la modifier, ça ne marche pas. Par contre, juste un petit point, ça veut dire qu'on ne peut pas réaffecter la valeur, mais ça ne veut pas dire que la valeur est immuable. Donc vous ne pouvez pas réaffecter la variable, mais par contre, vous pouvez faire des choses comme ça. Vous avez une constante sur un objet, conf, donc BDXAE 2016, vous pouvez changer un attribut de l'objet. Ça marche. Vous ne pouvez pas réattribuer conf égale quelque chose, mais vous pouvez changer la valeur dedans. Même chose pour les tableaux. Vous avez un tableau, vous pouvez rajouter des choses dans le tableau, supprimer des choses. Vous ne pouvez pas réassigner un nouveau tableau, mais vous pouvez changer quelque chose dedans. Donc voilà, la valeur n'est pas immuable. Pour ceux, juste petit trick, pour ceux qui veulent vraiment des valeurs qui ne changent pas, vous avez l'object.freeze qui existe, lui, qui permet de faire un objet. Et là, si vous faites un person.name et vous changez de nom, là, ça vous mettra une erreur. Voilà, c'était juste pour le petit truc. Quelque chose qui arrivait qui était super sympa aussi dans ECMA 2015, que tout le monde attendait depuis longtemps, c'est les classes, qui sont au final que du sucre syntaxique par-dessus les prototypes en JavaScript, qui est la façon dont JavaScript utilise les objets. Mais c'est quand même beaucoup plus sympa à utiliser que les prototypes. Et après, les classes gèrent énormément de choses. C'est toujours en train d'évoluer, on le verra après dans ECMAScript 2017, mais ça gère déjà tout ce qui était héritage, constructeur, les appels à super, le this dedans. Vraiment, ça a beaucoup simplifié, je trouve, la vie des développeurs. Enfin, pour moi qui faisais beaucoup de définitions de prototypes dans les trucs avant, c'est illisible dans les fichiers. Là, c'est quand même plus sympa. Il y a un autre truc qui est un petit ajout, mais moi que je trouve très sympa, toujours pour les développeurs. C'est des choses. Autant il y a des fonctionnalités qui sont bien pour les utilisateurs derrière, autant il y en a bien, c'est bien pour les développeurs, comme les classes ou comme les templates string qui utilisent les backquotes et qui apportent énormément d'avantages. Par exemple, le fait d'avoir une string sur plusieurs lignes, vous n'avez pas besoin d'échapper des choses, de faire des plus, ce qu'on faisait avant qui était complètement immonde. Vous pouvez faire même des templates complètement de code HTML sur plusieurs lignes comme ça. Vous pouvez avoir des variables, les intégrer avec la notation $accolade dans des strings. Et une utilisation, moi j'aime bien, c'est quand vous générez des requêtes HTTP
Pour ceux qui faisaient ça avant avec des plus dans tous les sens, c'était complètement illisible. C'est quand même beaucoup plus sympa à générer comme ça. Donc voilà, ça c'est un petit ajout que moi j'ai bien aimé en tant que développeur. Autre chose, quand on parle de choses qui sont dans ECMAScript 2015 mais qui ne sont pas encore forcément dans les navigateurs, ce sont les modules. Vous pouvez donc exporter un module et l'importer dans un autre fichier. Alors, ça marche dans Node.js, pour ceux qui utilisent Node.js. Ça ne marche pas dans un navigateur pour la simple et bonne raison que les navigateurs ne peuvent pas faire de import d'autres fichiers dans JavaScript, à part dans les web workers, etc. Et que ECMAScript, finalement, le comité de C39, ECMA, définissent le standard pour JavaScript et pas pour HTML. Donc oui, ils sont en train de travailler en ce moment les navigateurs pour voir comment est-ce qu'on peut inclure un module. Donc ça, pour l'instant, les discussions s'orientent vers comme on importe un CSS ou peu importe, ça va être un type module, SRC, etc. Et on pourra importer les modules comme ça et les utiliser. Mais pour montrer qu'ECMAScript finalement définit des choses dans le langage qui ne sont pas forcément applicables au navigateur, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on fait du JavaScript, ECMAScript, pardon, pas uniquement dans le navigateur, mais aussi de plus en plus côté serveur. Et donc voilà, des choses qui sont arrivées en ECMAScript 2015 ne sont pas forcément aujourd'hui dans les navigateurs. Mais ça arrive, et c'est sympa aussi. Autre chose qui est arrivée dans ECMAScript 2015, les promesses, qui sont, pour le coup, je pense, de plus en plus utilisées, contrairement au const, qu'il faut quand même utiliser plus souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une promesse, c'est utilisé pour effectuer un traitement asynchrone. Globalement, ça représente une valeur qui n'est pas encore disponible, et ça renvoie une valeur qui est une promesse pour un résultat qui arrivera dans le futur. Et donc voilà, ça retourne vraiment une valeur comme une méthode normale, sauf que c'est une promesse d'avoir une valeur plus tard. Et ça, c'est arrivé dans ECMAScript 2015, sachant que comme il y a les observables qui arrivent derrière, et qu'il y a déjà des frameworks qui ont remplacé les promesses par les observables, on verra comment ça évolue. Et il y a plein d'autres choses dont je n'ai pas parlé qui sont arrivées aussi. On a les default parameters. Quand vous avez une fonction, vous pouvez passer une valeur par défaut à un paramètre. Vous avez rest et spread, dont j'ai parlé pour les tableaux, qui est arrivé avec ECMAScript 2015. Vous avez for of pour les books. Vous avez les générateurs. C'est très sympa, mais personnellement, j'utilise rarement ça. Vous avez plein de choses sur map, set, weakmap, weakset. Vous avez des symboles qui sont arrivés. Vous avez énormément d'API qui ont été mises à jour dans tout ce qui est map, number, string, array, etc. Et ça, il y en a encore qui arrivent dans ECMA 2017, des fonctions là-dessus, notamment sur les dates un peu. Ce serait bien que les dates, ça évolue en JavaScript. Et voilà. ECMAScript 2016-2017, je vais aller un peu plus rapidement, parce que c'est vrai qu'ECMAScript 2015, il y a eu énormément de choses qui sont arrivées. Et on en a eu beaucoup moins après, parce que ça s'est fait par année. Mais il y a quand même des choses sympas. Pareil, je vais vous parler que de ce que moi j'ai trouvé vraiment intéressant. On a le include sur les tableaux et sur les strings, qui permet de remplacer le index of, la string différent de -1, un truc, tout un bazar qu'on faisait avant. Là, vous pouvez juste regarder si une string est inclue dans un tableau ou dans une string. Sachant que ça peut aussi prendre un deuxième paramètre, le from index, qui peut être utile. Vous demandez à partir de quel index vous voulez commencer à chercher. Donc, par exemple, vous avez le deuxième exemple là, qui inclut React 1 et ça va vous envoyer faux parce que React est en position 0 et la recherche commence à partir de 1. Et donc voilà, on peut aussi faire des strings. Donc ça, moi, je trouve ça, c'est pareil, c'est des petits ajouts, mais qui sont assez intéressants quand on fait du développement. Autre chose qui est vraiment cool, sont les object.values et object.entries qui permettent de récupérer soit les valeurs d'un objet, donc on voit en haut, soit ce slide est un peu compliqué, soit les entries d'un objet. Finalement, le slide est un peu trop compliqué en fait. Comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux créer un nouveau... magnifique. Je vais vous montrer un exemple, ça va être quand même plus simple. Parce que c'est pareil, c'est très pratique. C'est pas pratique quand on a un écran partagé. Si je crée une variable obj, que dedans je vais mettre magnifique, c'est cool. J'en ai une. Et si jamais je fais un object.values de obj, ça m'a envoyé toutes les valeurs, donc 1, 2, 3, 4 de l'objet. Et on a donc la deuxième chose qui était le deuxième exemple sur le tableau, qui est object.entries, qui lui va me renvoyer un tableau de tableaux. Donc j'ai un tableau, j'ai 4 entrées, et pour chacun, il va m'envoyer la clé et la valeur. Super. Donc la clé et la valeur, donc A et 1 dans ce cas-là. Et ça me fait penser, il me semble que mon slide...
Ouais, en bas, la notation, là, le for let key value of object.entries, c'est les déconstructeurs de tableaux. Quelque chose qui est arrivé aussi dans ECMA 2015, qui permet de faire un truc sympa. Je vais vous montrer là-dessus, ça va être plus parlant que sur le slide, en fait, qui mixe les deux choses. Si vous avez un tableau, par exemple, dans lequel j'ai 1, 2, 3, 4, 5, on va s'arrêter à 6. Vous voyez assez, au fait, sur la console? C'est bon, c'est assez gros. Vous avez un tableau donc avec 6 entrées. Et si jamais je veux récupérer, par exemple, les 2 entrées, mais les mettre dans des variables, je peux écrire quelque chose comme ça, first, second, par exemple, et passer de table en faire égal table. Donc, il faut que la valeur de droite soit du même type que la valeur de gauche. Et donc là, je vais avoir dans les valeurs first et second, je vais avoir les 2 premières valeurs du tableau. Donc j'ai dit, dans ces 2 valeurs-là, je veux les 2 premières valeurs du tableau. Vous pouvez même faire un truc sympa. Vous pouvez faire, on va encore combiner d'autres choses qui sont arrivées. Je vais les appeler F et S pour changer. Et vous pouvez dire que le reste, vous le voulez finalement dans un autre tableau qu'on va appeler reste. Et si je fais ça, dans F, j'ai toujours la première, dans S, j'ai la seconde, et dans reste, j'ai juste les dernières valeurs de mon tableau. Voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer le slide, en fait, effectivement, qui est un petit peu... je ne sais pas comment le remettre en grand. Non, j'ai pas les trucs de l'autre côté. Allô? J'arrive, je reviens. Et donc voilà, c'était pour montrer qu'il y avait des choses sympas qui sont arrivées. Effectivement, là, c'est peut-être un peu violent comme exemple directement de montrer le entries, donc, qui renvoie un tableau avec des tableaux dedans. Il y a les clés et les valeurs, et on peut mettre dans key et dans value, donc chacune de ces valeurs. C'est comme ça qu'on les a affichées. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu beaucoup de monde sur cet exemple. Ça va? OK. Autre chose qui est arrivée, pas de start et pas de end. Et pas de end, ouais, en fait, qui sont arrivés tous les deux. Là, c'est juste un exemple de pas de start qui permet de dire la longueur qu'on veut sur une chaîne de caractères. Donc là, par exemple, j'ai un bdx.padstart 10. Ça veut dire que je vais avoir, quand je passe pas de deuxième paramètre à padstart, ça va mettre des espaces. Donc je vais avoir une chaîne de caractères qui va faire 10 caractères. Donc je vais avoir 7 espaces finalement créés devant bdx dans ce cas-là. C'est très pratique pour une chose, on n'y pense pas, les dates. Je pense que tout le monde sait déjà, ou les heures, mieux les heures, tout le monde s'est déjà embêté avec if inférieur à 10, je mets un 0 devant plus l'heure, if non, je mets juste l'heure, c'est le cas chiant. Donc là, on peut avoir par exemple une heure, donc 9.padstart2, et on passe 0 en deuxième paramètre, qui fait que si notre chaîne a une longueur inférieure à 2, on va mettre des 0 devant. Donc si vous avez une heure qui est 8 heures par exemple, vous avez 0,8 qui s'affiche. Si jamais c'était 11 heures, vous avez 11 qui s'affiche. Donc très pratique pour ce genre de petits cas dans lesquels on a tous fait un if pour regarder si c'était supérieur ou inférieur à 10. Autre chose qui est arrivée dans ECMAScript 2016 et 2017 par là, sont les async functions, qui est aussi connu sous le terme async await, qui sont finalement du sucre syntaxique par-dessus les promesses, et qui permettent d'exécuter du code asynchrone, mais en l'écrivant pour que ça ressemble à du synchrone. Par exemple, vous avez une méthode, donc fetchData, qui est donc déclarée avec le mot clé async devant. C'est-à-dire que c'est une méthode asynchrone, donc elle sera exécutée de manière asynchrone. Quand vous l'appelez là, finalement, le code après est exécuté et ça attend le retour. Et à l'intérieur, vous avez un fetch qui est fait avec un await devant. Ça veut dire que cet appel-là, il est bloquant, mais dans la fonction, pas dans le code qui appelle la fonction. Il est bloquant dans cette fonction. Du coup, si vous ne faites pas le await devant, là, vous faites un return response.data derrière, ça vous renvoyer un truc qui est qui est une promesse finalement. Alors que là, on attend le résultat du fetch avant de renvoyer, avant de passer à la ligne d'en dessous. C'est très pratique pour avoir du code où il n'y a pas des zen partout. Ça ressemble vraiment à du code synchrone quand on écrit. Le seul petite chose que moi je reproche un peu, c'est qu'on est obligé de revenir à l'ancienne avec des try-catch parce que vous n'avez pas le .zen.catch du coup. Donc il faut retourner sur du try-catch comme on faisait avant. Mais sinon, c'est quand même très sympa quand vous avez beaucoup de choses qui sont appelées les unes à la suite des autres. Et on va arriver à ECMAScript 2018, donc qui est ce qui arrive l'année prochaine. Alors là, je fais un peu de spéculation parce que je ne sais pas du tout ce qui va passer de Stage 3 à Stage 4 l'année prochaine. Je ne sais pas du tout ce qui va passer de Stage même 1 à Stage 4 en une année ou ce qui va rester en Stage, peu importe. Mais je vais vous montrer vite fait deux petites, je crois que j'en ai sélectionné deux petites fonctionnalités que moi je trouve bien sympas et que j'aimerais voir arriver
et qui sont assez trendy, donc il y a des possibilités que ça finisse par arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, le promise.finally. Quand vous avez une promesse, vous avez un point zen, vous avez un point catch, et ils vont rajouter, donc il y a une proposition pour ajouter le point finally, qui est finalement quelque chose qu'on veut exécuter, peu importe que la promesse soit résolue ou renvoie une erreur. Donc là, vous avez un cas très simple d'utilisation, c'est vous voulez récupérer les données, vous affichez un loader au début, vous récupérez les données, si jamais la promesse renvoie quelque chose de valeur, enfin une bonne valeur, vous l'affichez, sinon vous pouvez afficher un message d'erreur, et dans tous les cas, vous voulez cacher le loader qui avait écrit. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, je vous ai mis une petite capture d'écran de la doc MDN qui explique très bien ce que ça veut dire et qui dit donc qu'une promesse.finally ajoute une fonction à la promesse et renvoie une nouvelle promesse qui est résolue lorsque la promesse originale est résolue. La fonction ajoutée est appelée lorsque la promesse est résolue, qu'elle soit tenue ou rejetée. Conclusion, lisez la doc en anglais, parce qu'en français, des fois, ça ne veut vraiment rien dire. Donc voilà, mais ils sont quand même sympas. Autre chose qui va arriver, alors qui est une grosse avancée encore dans JavaScript, mais je ne suis pas fan de forcément comment ils ont fait ça, mais il y a un historique sur JavaScript qui fait que c'est un peu compliqué de changer les fondations. C'est des nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les classes. Alors il y en a plus que ça, mais je vous en ai sélectionné deux. La première sont les méthodes privées. On peut déclarer des attributs des méthodes en privé en utilisant le dièse devant. Alors, ils n'ont pas pu utiliser le mot private pour des considérations techniques, comme je disais, historiques. Mais voilà, donc là, on a par exemple un attribut age qui sera en privé, puis une méthode increment age qui sera aussi en privé. Sachant que pour les attributs privés, avec le dièse, on n'est pas obligé d'utiliser le this point devant. Vous pouvez juste faire dièse age++, ça va changer age. C'est déjà pas assez compliqué en JavaScript. Et autre chose qui arrive, par contre, que je trouve vraiment sympa, c'est le fait de pouvoir déclarer les variables directement en haut de la classe. Avant, si vous voulez avoir des variables, des attributs de la classe, dans le constructeur, vous deviez les initialiser, this, peu importe, .age égale même 0 si vous voulez la mettre à 0. Là, on va pouvoir faire comme j'ai fait en haut, donc déclarer une variable breed et dire que c'est un attribut de la classe. Pareil pour age, et là j'ai initialisé. Mais c'est vrai qu'on ne sera pas obligé de les mettre dans le constructeur. Alors, pareil, je trouve que c'est un avantage pour les développeurs parce que c'est beaucoup plus lisible. Ça fait un peu plus documenté comme code, le fait d'avoir tout qui est déclaré. Pardon. En haut. Donc voilà, ce sont deux petites choses que je trouve sympas qui peuvent arriver dans ECMAScript 2018. Je ne sais plus en quel stage elles sont, chacune des deux, mais ça avance bien. Une autre chose dont je n'ai pas fait de slide parce que c'était beaucoup trop compliqué, sont les décorateurs. Il y en a qui font du Angular 2, 2, 3, 4, 5 même maintenant. Ok, les décorateurs, c'est tout ce qu'on voit avec des arrobas au-dessus des fonctions. Et j'ai pas fait de slide. Globalement, vous pourrez définir des décorateurs et avoir les appliquer à des classes, à des méthodes ou à des attributs. Donc, par exemple, vous pouvez créer une méthode et mettre un arrobas deprecated juste au-dessus de la méthode, et vous allez avoir un comportement de cette méthode qui va être appliqué. Il y a une proposition donc, qui est en cours pour que ça soit dans le langage ECMAScript, et vous avez déjà des idées pour avoir des décorateurs core directement intégrés dans le langage pour tout ce qui est deprecated, read-only, override. C'est vraiment ce qu'on a dans un paquet d'autres langages qui définit un comportement, ou ceux qui ont fait du Angular, un comportement, on peut rajouter des choses sur une classe ou sur une méthode ou sur un paramètre. Voilà, je ne sais pas où j'en suis dans le temps, mais globalement, je vous ai mis quelques liens. Je partagerai les slides sur Twitter. Vous pouvez voir, depuis qu'ils sont passés avec ma 2015, le comité, ils se sont mis sur GitHub, et c'est beaucoup mieux que le site. Et donc, vous avez accès à toutes les discussions. Cool. Vous avez accès à toutes les discussions. Donc là, avec Kathleen, vous avez la liste de toutes les propositions avec dans quel stage elles sont. Vous avez les notes de toutes les réunions qu'ils font, donc dans lesquelles vous avez tout ce qui a été présenté, tout ce qui va changer de stage, etc. Et un site en bas qui parle un peu régulièrement de tout ce qui se passe dans ECMAScript. Je vais juste montrer à quoi ça ressemble
pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dans le pipe, les propositions. Tac, tac, tac. Les proposals, donc voilà, vous avez tout ça, c'est en stage 3, stage 2, stage 1. Et stage 0, ils ont fait une page à part parce que il y a beaucoup trop de choses. Et vous avez le lien en haut pour aller directement sur les stages 0. Donc là, vous pouvez voir pour chacune d'entre elles les spécifications, souvent sur la page. Il y a les slides, souvent, qui sont mis, qui sont les slides de présentation par le champion de la fonctionnalité. Et en fonction de son avancement, vous avez déjà des exemples d'utilisation ou même des liens vers les polyfills, etc. Et voilà, ça conclut ce talk. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions sur tout ça, je serais ravi d'y répondre si je peux. Oui. Je peux répéter la question sinon. Alors, ça se fait en général effectivement en fin d'année. Après, comme je l'ai dit, ça reste symbolique entre guillemets, parce que quand ils disent, voilà, maintenant ça c'est dans ECMAScript 2017, finalement les navigateurs font ce qu'ils veulent, et s'ils veulent l'implémenter en 2019, ils le font en 2019. En général, ce qui passe en stage 4 sur une année, on dit que c'est dans le standard de cette année-là, et c'est une fois que les documents est signé, c'est vraiment inscrit dans le standard. Je suis pas sûr qu'il y ait une date vraiment, je sais pas. En général, oui, janvier, c'est un peu court. Mais donc, ça arrive plutôt en fin d'année. J'ai répété la question ou pas? La question était, à quel moment dans l'année est-ce que la release d'ECMAScript, finalement, est actée? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ah oui, quand on utilise Babel, quel risque je recommanderais d'utilisation de Stage en fonction de si ça va être implémenté ou pas? Franchement, moi j'essaye d'utiliser le moins possible tout ce qui est compiler, etc. et d'utiliser le plus possible ce qui est déjà implémenté. Après, je développe beaucoup j'utilise beaucoup les DevTools de Chrome. Et quand je me dis quand Chrome commence à implémenter directement le navigateur, même si c'est derrière un flag, c'est plutôt là que moi je commence à. J'utilise pas trop Babel. Donc c'est plutôt quand c'est même derrière un flag dans un navigateur que je commence à l'utiliser, parce que je me dis que vu qu'on passait en stage 4, il faut qu'il y ait au moins deux implémentations. Quand Chrome commence à implémenter les choses, je me dis que ça va vraiment bientôt arriver, puis les autres vont suivre. Oui. Alors, la question est, est-ce que c'est possible qu'il y ait des gens qui décident de faire une autre implémentation d'ECMAScript, enfin une autre spécification finalement du langage, et que ECMAScript disparaisse? De la norme ECMAScript? Il y en a qui naissent, il y en a qui meurent. Vous avez ActionScript qui était une implémentation qui est maintenant mort. Vous avez toujours JScript, vous avez JavaScript. Oui, rien n'empêche quelqu'un de créer une implémentation. Alors plus elle est conforme au standard, mieux c'est. C'était le problème qu'on avait au début. Hein. Vous aviez le JavaScript, le JScript sous IE qui était son implémentation d'ECMAScript comme il voulait, et puis parce qu'il avait des antécédents, et ce Mozilla qui avait une implémentation beaucoup plus rigoureuse. Rien n'empêche n'importe qui de créer une nouvelle implémentation et de la mettre. Un pour remplacer tout. Il faudrait que tous les navigateurs se mettent d'accord. Déjà, il faudrait que. Franchement, le moteur JavaScript qui est dans Chrome, il est utilisé maintenant dans Opera. Franchement, ça dépend. Après, c'est des questions politiques de est-ce que tu veux. Je sais que. Il me semble que IE, ils ont release leur moteur JavaScript en open source. Et il y a même une implémentation qui arrive pour Node.js du moteur JavaScript d'IE qui arrive. Donc voilà, IE en a refait un quand ils sont passés à Edge. Mais ils auraient très bien pu reprendre un qui existait, effectivement. Mais la politique veut que ça marche comme ça. Donc là, ça dépend des gens. Oui. Ah, on a un micro. 1, 2, 1, 2. Tout
à l'heure, tu parlais des systèmes de modules. D'ailleurs, merci pour la conférence. Tu parlais des systèmes de modules qui n'étaient pas pris en compte dans le navigateur. Et je crois qu'en fait, c'est le cas. Et avec la nouvelle truc HTML... avec l'attribut module. Mais il me semble que... Avec le type module dans le HTML, là. Ouais, mais c'est ce que je disais, en fait. C'est comme ECMAScript ne le définit pas, les navigateurs sont en train de... Enfin, ont mis du temps à trouver comment le faire du côté HTML. Et c'est le consensus qui est en train d'arriver sur ça. Mais comme il n'y a pas un vrai standard qui a été imposé plus ou moins par un organisme, ça prend plus de temps. Et je suis pas sûr que ce soit dans tous les navigateurs déjà, parce que c'est pas... Du coup, j'ai vérifié, mais c'est utilisable maintenant dans IE, enfin Edge. Ah ouais? Ah bah, Edge très bonne nouvelle. depuis 61, donc c'est juste pour la petite précision, effectivement. C'est côté Node, je crois qu'il galère vraiment à essayer de l'implémenter, mais voilà. Bah, merci pour la précision. Bah, si c'est implémenté déjà, c'est très bien. Sauf s'ils ont tous le même comportement, c'est encore mieux. Sachant que juste pour les imports, vous pouvez, pour ceux qui font tout ce qui est service worker, web worker, etc., vous avez des moyens d'importer des modules autrement. Bref. Bon, plus d'autres questions? Vous avez bien tout retenu avec ECMAScript, ECMA 262, TC, tout ça? Qui fait quoi? Oui? Bonjour, merci beaucoup, hein, c'était super intéressant. Je ne suis pas un vrai développeur, moi je suis plutôt chef de projet, mais je bidouille un petit peu. J'ai eu la chance d'apprendre récemment le JavaScript finalement avec ES6. Et je me demandais si aujourd'hui faire tout en ES6 ça suffisait ou si on était obligé d'aller rajouter du polyfill. Je le fais par exemple pour Fetch, j'ai rajouté systématiquement un polyfill. Pour IE11 par exemple, je sais que ça le gère pas. Donc c'était ma première partie de la question. Et deuxième partie, tu as parlé de object.values et entries. Alors moi jusque-là, j'utilisais que object.keys et je me démerdais à récupérer la valeur d'un objet en itérant sur la clé. Voilà. Et si j'ai bien compris, .entries permettrait déjà... Ça te renvoie à un tableau dans lequel tu as à chaque fois clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. Ok, merci. Donc peut-être sur la première partie de la question, sur Fetch et tout ça avec du polyfill. Alors, ça dépend clairement à qui tu t'adresses. Effectivement, alors IE n'évoluera plus vraiment, donc le Fetch ne sera jamais intégré dans IE. Donc si effectivement tes utilisateurs ont des navigateurs qui ne sont pas evergreen, c'est-à-dire qui se mettent à jour automatiquement, c'est bien utiliser des polyfills. Il me semble qu'il y a quelque chose qui existe ou qui va arriver, qui est en proposition, pareil, dans HTML, pour faire des imports de JavaScript en fonction des versions des navigateurs. Enfin, tu peux déjà faire ça plus ou moins, et donc voir inclure le JavaScript du polyfill. Tu as un if IE9, ça se fait avec une notation un peu style commentaire, pour inclure les polyfills. Après, ça dépend clairement à qui tu t'adresses. Effectivement, si tu fais un logiciel à destination des professionnels et que c'est des utilisateurs, c'est des gros groupes qui sont encore sous des IE8, 9, 10, etc., tu peux pas trop jouer avec tout ce qui est nouveau. Après, si tu fais une application un peu plus axée vers les gens qui sont sur leur téléphone mobile, sur des navigateurs qui sont souvent à jour, tu peux jouer avec ECMAScript 2015. Ouais, vous avez un site qui s'appelle Can I Use, Can I... Excuse-moi, on a pris un peu en retard, donc donc je pense qu'on va arrêter. Vas-y, tu peux montrer le site. Ouais. Voilà. Can I Use, c'est un site, vous rentrez, peu importe, vous rentrez let, et ça va vous dire quelles sont les versions de quel navigateur qui gère, vous rentrez Fetch, effectivement, Fetch, et ça va vous dire dans quel navigateur vous pouvez utiliser Fetch, quand vous avez des notes en plus, quand il y a des petits problèmes, etc. C'est très pratique pour savoir qui supporte quoi. Bon, merci beaucoup. Mais j'en prie.